comment la recherche peut apporter, peut favoriser la pratique des activités physiques et sportives pour les personnes handicapées. Et pour cela, eh bien, les 6 intervenantes qu'on a la chance d'avoir avec nous vont nous parler, nous présenter 2 recherches. Alors à l'inverse de la recherche du début de la première table ronde, cette fois-ci, c'est des recherches qui sont tout juste démarrées. Donc on ne va pas parler de comment s'est passée la recherche, les résultats, ce n'est pas encore le cas. On va surtout s'intéresser ici à qu'est-ce qui a donné envie, quelles ont été les motivations des chercheurs et chercheuses et des acteurs de terrain et des personnes concernées pour faire ces recherches. Qu'est-ce qu'elles pensent que ça peut apporter à la pratique des activités physiques et sportives? Donc on a 2 équipes de recherche qui se sont mélangées pour que ce soit plus compliqué, mais comme ça fait varier aussi les genres, c'est très bien. Je vais prendre ma fiche pour ne pas écorcher vos noms, au cas où, comme vous êtes beaucoup. Alors, on a, je vais commencer par ma gauche, Marie-Amélie Le Fur, qui est triple championne paralympique et qui est aussi présidente du comité paralympique et sportif français. Et Marie-Amélie nous donnera aussi un éclairage. Elle participe, elle pas directement, si ce n'est que le CPSF, le Comité paralympique, est partenaire d'une des recherches, mais c'est plutôt sa collègue Valentine, hein, c'est ça, j'ai pas dit de bêtises, Duquesne, qui va nous en parler, qui elle est chargée de recherche aussi au Comité paralympique et sportif français. Et puis, alors, du coup, je vais sauter jusqu'à Lucille Girard, ce sera plus simple parce que Lucille participe au même projet de recherche que Valentine Duquesne, qui est une recherche qui va peut-être creuser les freins ou les leviers qui favorisent la pratique de l'activité physique et sportive par les personnes handicapées, peut-être certains types de handicap, on y reviendra. Et puis, les 3 garçons que nous avons, alors au centre, nous avons Laurent Billot, qui est directeur service et développement à l'ADPI de l'Ardèche, c'est ça. À côté de Lucille, si vous avez suivi, Tristan Hébrard, qui est pongiste. Pongiste, ça veut dire qu'il joue au ping-pong, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le terme. Et il est champion, lui aussi, de haut niveau. Il pratique le ping-pong en sport adapté, mais aussi dans le milieu ordinaire. On va comparer ses expériences. Et il est un des acteurs de la recherche, avec à ses côtés Pascal Mao, qui est chercheur géographe, qui est tout bronzé parce qu'il revient du Chili. Et voilà. Oui. Je ne sais pas si ça avait un lien avec la recherche, peut-être pas. Voilà. Mais en tout cas, c'est une équipe ardéchoise, ces 3 chercheurs, donc on est voisins, puisque moi-même, je viens de Drôme, avec Maxime, que j'en profite pour saluer à nouveau, qui filme cette rencontre. J'ai beaucoup parlé, c'est à vous, vous êtes 6 en plus. Je suis désolée, il y a 2 micros, il va falloir vous les passer comme vous le pouvez. On va commencer peut-être avec Lucille et Valentine sur la recherche à laquelle vous participez. Je n'ai pas cité la deuxième, mais vous en direz un mot. C'est aussi une recherche qui va s'intéresser à comment faire pour que les personnes handicapées participent plus et mieux à la pratique d'activités sportives en ruralité et aussi dans des clubs ordinaires. Alors peut-être Lucille, du coup, pour commencer, sur un mot sur ces recherches et sur voilà, d'où est venue l'envie, la motivation et qu'est-ce que vous en attendez? Oui, alors du coup, donc pour présenter rapidement la recherche, alors elle a un titre à rallonge, c'est une recherche sur les freins et les leviers à la pratique des personnes en situation de handicap vivant à domicile en France. Donc c'est un titre très long, mais qui dit bien ce à quoi on s'intéresse. C'est une recherche donc, qui en fait a déjà un petit peu commencé grâce donc au ministère des Sports, à l'Agence nationale du sport et du coup au Comité paralympique du sport français, qui du coup vise en fait à s'intéresser à ce qui permet ou ce qui freine du coup la pratique chez l'ensemble des personnes qui sont en situation de handicap qui vivent à domicile. Donc c'est un gros défi. Et en même temps, du coup, pour répondre à ça, on a mis en place en gros donc 2 volets. Donc je dis on parce qu'en fait on est du coup une grosse équipe aussi qui travaille sur ce projet. Donc c'est la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé et l'Observatoire national des activités physiques et de la sédentarité. Donc voilà, on a fait alliance sur ce projet. Et donc on a déjà pu réaliser en fait un premier volet quantitatif pour essayer de mesurer un petit peu objectivement, donc en faisant passer un questionnaire. Et donc on a pu
voir notamment que donc, dans les freins, ce qui est intéressant, voilà, c'est de voir qu'il y a des questions d'accès, bien évidemment, donc on s'y attend, donc l'éloignement géographique, le coût, mais il y a aussi des choses de l'ordre de la fatigue et des douleurs qui sont par exemple très très importantes. Et du coup, on a pu voir aussi un profil qui se dégage de personnes qui pratiquent moins d'activités que les autres. Donc, du coup, l'idée, c'est, par exemple, en tendance au niveau statistique, des gens qui ont des handicaps plutôt moteurs, qui ont plutôt acquis leur handicap après 18 ans, qui actuellement ont plutôt entre 40 et 49 ans et qui sont plutôt des femmes. Donc en fait, tout ça, ça nous donne des indices sur des propriétés que les gens ont et qui freinent potentiellement l'accès. Du coup, ce qui nous intéresse, c'est d'aller comprendre un petit peu, en fait, pourquoi c'est ces personnes-là, globalement, qui ont moins accès, en tout cas, ou qui pratiquent moins. Parce que en fait, les enjeux qu'il y a derrière la pratique d'activités physiques et sportives, puisque c'était ça la question, c'est en fait des questions d'accès à un droit. En fait, la pratique d'activités physiques et sportives, globalement, c'est un loisir. En fait, c'est une activité qui est récréative, et du coup, c'est hyper important d'y avoir accès. Et puis, d'un autre côté, c'est aussi une question de santé publique, en fait, parce que l'activité physique et sportive, ça permet d'avoir des bénéfices, donc en termes de santé, entendu au sens large, c'est-à-dire à la fois la santé physique, mais aussi la santé psychique, et puis l'inclusion sociale, du coup, qui elle-même favorise la santé psychique. Donc, en fait, ça a des intérêts. Merci. Peut-être on va enchaîner directement avec Valentine. Un mot sur, justement, on pressent, voilà, on a ces questionnements, pourquoi les personnes ne participent pas plus. Et on en parlait aussi avant cette rencontre. La recherche, elle va être là pour répondre à des chiffres qui ne grimpent pas, à une participation des personnes handicapées dans les clubs de sport qui reste, en tout cas, insuffisante. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que nous, au niveau du comité paralympique, on s'est aussi inscrit dans ce projet-là parce que les chiffres, ils viennent un peu confirmer aussi un constat que nous, on peut aussi avoir du coup sur la partie terrain ou les remontées qu'on peut avoir, qui est que malgré une appropriation des fédérations et de plus en plus de fédérations pour s'investir sur la pratique parasportive, on constate malgré tout que ça a encore des difficultés et de nombreux freins à se développer. Et du coup, il faut qu'on aille chercher, voire investiguer un peu plus loin. C'est un peu le chemin qu'a pris le comité paralympique et sportif français, puisqu'il a créé depuis même pas un an, du coup, une cellule recherche pour justement se dire on va aller utiliser aussi la recherche, les outils que peuvent nous proposer la recherche pour essayer d'aller investiguer notamment sur des questions peut-être plus aussi de représentation de la société, de représentation culturelle liée au handicap, liée à la pratique sportive, liée au genre. Toutes ces questions-là, en fait, qui sont plus sur des approches peut-être pour le coup qualitatives, et je relaisserai la parole à Lucille pour présenter plutôt la partie, le deuxième volet dont elle parlait, qui sera plus qualitatif pour justement essayer d'aller comprendre ce qui, dans le parcours de socialisation de vie et de socialisation sportive, crée à un moment donné soit une rupture, soit une difficulté à rentrer dans la pratique, mais surtout aussi souvent une difficulté à se maintenir dans la pratique parasportive. Et donc c'est un peu, nous, l'objectif du comité paralympique, c'est de se dire on va aller utiliser les outils de la recherche pour essayer d'apporter des nouvelles informations, des choses nouvelles pour nos fédérations, pour les acteurs qui travaillent au quotidien sur le terrain, qui ont déjà mis en place beaucoup de choses, mais qui voient bien que malgré tout ce qu'ils mettent en place, il y a encore des freins, et des freins qu'on a soit du mal à identifier, soit qu'on perçoit, mais on n'a pas forcément de chiffres, parce qu'en France, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le comité a envie d'aller investiguer là-dedans, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'enquêtes, on n'a pas beaucoup de chiffres, on n'a pas beaucoup d'enquêtes qualitatives sur le parasport en France. Donc voilà, et c'est couplé avec un travail bien sûr au niveau du comité où on cherche aussi à aller regarder ce qui est fait à l'étranger. Donc on fait une veille scientifique de ce qui peut être fait à l'étranger pour amener des informations complémentaires aux acteurs de terrain.
Merci. J'aimerais entendre maintenant Laurent, Pascal et Tristan, tous les trois, sur vos motivations, là aussi, en tant que professionnels, en tant que chercheurs, en tant que personnes concernées, des motivations à participer, à créer cette recherche Paris, dans votre cas. Enfin, c'est comme ça qu'on Je vais vous donner un exemple très précis. Je suis président d'un tennis club. J'ai un IME qui vient me rencontrer et qui me dit on voudrait pratiquer le tennis. Ok, je suis avec l'enseignante. Premier mot, ça va être compliqué. Deuxième proposition, on a un créneau lundi matin entre 9h et 10h, là où il n'y a pas un autre adhérent. Pourquoi ? Pourquoi il n'y aurait pas effectivement un partage de pratiques avec des gens dits valides, etc. Tout de suite, on va adapter le créneau. À partir de là, donc en tant que directeur du développement de l'association, on crée le laboratoire d'innovation médico-sociale. Ça, c'était l'an dernier, en début d'année. Et on met en place rapidement ce qu'on appelle des groupes d'intérêt et d'études. Le premier groupe d'intérêt et d'études, j'en étais un peu le commanditaire, c'est comment favoriser l'inclusion. Et pas l'inclusion globale, parce qu'on sait très bien qu'elle n'est pas forcément très opérable, mais en tout cas l'inclusion de certaines personnes en situation de handicap. Tristan est là ce soir. Et effectivement, pour pouvoir déployer une recherche appliquée sur un territoire des choix, vous le disiez, il n'y a absolument quasiment rien en état de l'art aujourd'hui sur les expériences, et pourtant il en existe. Donc il va falloir qu'on fasse effectivement de l'Ardèche un territoire de jeu, on en est assez fiers, mais peut-être qu'on ira en Drôme. Hein. On y va souvent parce qu'on n'a pas de train en Ardèche, nous. Voilà, et donc on a lancé effectivement il y a maintenant quelques temps. Je reprends les mots de la dame de tout à l'heure, avec des petits sous, nous aussi, hein, effectivement, voire même pas de sous du tout d'ailleurs, mais avec beaucoup d'intention et d'engagement. Et puis là, ça y est, on a recruté un doctorant, mais c'est pareil, sur la base de l'état de l'art que je connais pas. Moi, j'ai recruté un doctorant, c'est la première fois de ma vie. Moi, je suis dans le médico-social. Hein, la recherche appliquée, on fait de la trouvaille, nous, hein, la plupart du temps. Donc voilà. Et on s'engage avec un partenariat qui est celui aussi avec l'Université de Grenoble. Et puis donc là, je te passe la parole, Pascal, par exemple. Oui, moi j'ai fait toute ma carrière sur les pratiques récréatives. Je suis aussi vice-président d'un comité territorial sportif de nature. Donc, et je ne sais pas ce que c'est que la recherche autre que participative ou de la recherche-action, donc je fais peut-être l'animal rare que Aude cherchait tout à l'heure. Mais non, c'est vrai que c'est un peu un infondé chez nous. Tous les 4 ans, on refait nos contrats d'objectifs avec le département. On sait très bien comment justifier du haut niveau, on sait très bien comment justifier du tourisme, qu'on sait très bien. Et puis quand on arrive à la case handi, on a du mal. On a bien fait des classes, enfin intégrées, inclus dans des classes des personnes en situation de handicap, mais on n'a pas de projet structurant. Et ça, c'est un manque. Je vais juste prendre un petit exemple. Il y a un très beau bouquin qui est sorti il y a 2-3 ans, là, de Philippe Ribière, qui s'appelle Faire bloc chez Artaud. C'est un jeune polyhandicapé, très lourdement, il subit 20 opérations dans les premières années de sa vie. Jeune, il adorait faire du vélo. Et donc, son père, il est né sous X, il est ardéchois d'adoption. Son père lui dit, il y a un club de vélo, vas-y. Et donc, il débarque dans le club de vélo et le président le regarde de la tête aux pieds et lui dit, non, on ne prend pas d'handicapés ici. Le choc. Donc, il rentre chez lui en pleurs et il raconte ça à son père. Et son père lui dit, écoute, je connais quelqu'un, là, il est dans un club d'escalade, vas-y, il est sympa. Bon. Et donc, le jeune arrive dans le club d'escalade, dit, je voudrais faire de l'escalade. Le moniteur le regarde, il dit, t'as des chaussons? Non, tiens, voilà une paire. T'as un baudrier? Non. Tiens, prends un baudrier. Et maintenant, on va grimper. Déduction, il est vice-président champion du monde d'escalade. Il est à l'origine de l'escalade comme aux Jeux Olympiques. Voilà, c'est toute une histoire. Moi, je le suis depuis 25 ans. On se voit pas régulièrement, mais de temps en temps. C'est une histoire d'un club inclusif permet de faire une vie et il a grimpé toute sa vie là-dessus. Donc c'est un peu l'histoire de casser ce plafond de faux verre en fait d'une certaine manière et d'arriver à documenter des expériences là-dessus et tu pourras nous en relater. Moi, je crois que Tristan va nous raconter comment ça s'est passé pour lui, parce que vous avez effectivement de la pratique en milieu ordinaire et puis de la pratique aussi adaptée. Alors peut-être d'abord comment ça s'est passé au début
à Privas, enfin, nous raconter un peu comment tu t'es mis à pratiquer le sport et en expliquant peut-être, en présentant quel type de handicap tu as, qu'on comprenne quelles peuvent être aussi les difficultés ou pas d'accès. Eh ben, du coup, moi j'ai commencé très jeune le sport. J'ai commencé par faire du football pendant 4 ans. Ensuite, j'ai tout arrêté pour me mettre à la natation, sachant qu'à cette époque, je n'avais pas encore mon diagnostic d'autisme. Du coup, au bout de 4 ans, c'était aussi compliqué. Donc, du coup, j'ai vu que j'avais un don pour le tennis de table. Donc, du coup, j'ai décidé de m'inscrire dans le club de Privas. Et aujourd'hui, ça fait 15 ans que j'en fais. Bon, j'ai changé de club de temps à autre, mais la passion y est. Et il se trouve qu'en 2013, du coup, j'ai eu mon diagnostic d'autisme, donc autisme Asperger. Et du coup, j'ai demandé à faire les démarches pour intégrer des sections spécialement pour le sport adapté. Ce club-là a refusé de faire les démarches pour que je puisse commencer à faire des championnats. Du coup, il a fallu que j'aille en Bretagne pour commencer à ce que cela s'améliore. Donc j'ai trouvé un super club qui, le jour de mon arrivée, m'annonçait déjà que j'avais un rendez-vous au comité départemental du sport adapté 22. Et comme ça, j'ai pu commencer à faire mes premiers championnats de France en 2017. Et du coup, et après, en revenant, j'ai décidé moi-même de prendre les devants et d'appeler le comité départemental du sport adapté 2607 pour pouvoir avoir une licence directement au comité et pouvoir donc maintenant faire des championnats de France, essayer de rentrer en équipe de France en septembre prochain, en vue de faire les championnats du monde après. Et il y a une partie de ton témoignage, quand on en a discuté, où tu me racontais, pardon, on se tutoie, mais comment le club dans lequel tu t'entraînes aujourd'hui, comment finalement les difficultés d'accès, elles ont été assez simplement surpassées, et comment ça te permet de pratiquer ton sport en milieu ordinaire, et aussi avec quelques aménagements, mais surtout finalement des difficultés d'accès dans les têtes, parce que l'accessibilité, c'était juste de sensibiliser les autres personnes du club à certaines problématiques et trouver des petites adaptations, souvent qui ont été assez simples pour que tu pratiques comme n'importe quel autre pratiquant du club. Ben, du coup, dans le club actuel où je suis depuis 2 ans, ils se sont hyper bien adaptés à moi. Ils m'ont demandé toutes directement les problématiques que j'avais. Du coup, toutes celles qui sont liées aux applaudissements, au bruit ou aux encouragements. Du coup, c'était superbe d'être pris en compte parce que ce ne fut pas le cas dans mon ancien club. Et du coup, grâce à eux, j'ai l'impression d'être, on va dire, normal. Même, et de pouvoir montrer. Et je vois bien qu'il n'y a pas de prise en considération de l'handicap quand ils m'appellent pour jouer. C'est qu'ils veulent simplement jouer contre moi et pas contre un autiste ou autre. Voilà, c'est vrai que c'est intéressant de partir de ces témoignages-là pour se dire, finalement, voilà, en discutant, en sensibilisant, on arrive à dépasser un peu le fait de ne pas accepter certaines personnes dans certains clubs. Marie-Amélie, peut-être un regard sur ce que vous venez d'entendre et aussi, peut-être en tant que présidente du comité paralympique et sportif français, quel peut être l'apport aussi du sport de haut niveau ou pas à la pratique dans le milieu ordinaire, dans la vie quotidienne. Donc déjà, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, peut-être une intervention en 2 temps, peut-être recontextualiser en tout cas de la vision du comité paralympique, ce que sont ces enjeux de recherche. Lucille a dit quelque chose d'absolument essentiel, c'est que l'accès au sport, c'est un droit que l'on doit à la personne en situation de handicap. Mais je pense qu'au travers des témoignages qu'on a reçus ce soir, mais aussi des statistiques qui émanent de la recherche, on se rend compte que ce droit, il peine à être véritablement effectif pour toutes les personnes en situation
situation de handicap sur tous les territoires et pour toutes les pratiques sportives. On voit que l'effet Jeux paralympiques nous permet d'aller en avant. On a vraiment une très bonne dynamique des acteurs qui nous permet finalement d'avoir un sport qui très longtemps a été relégué comme non essentiel dans le parcours de vie de la personne en situation de handicap, de redevenir un élément central, important pour des enjeux de santé, pour des enjeux sanitaires, mais aussi pour des enjeux de citoyenneté. Et je pense que au travers de la recherche et du développement de la recherche, on peut vraiment continuer à appuyer ce plaidoyer, de comprendre pourquoi on doit faire encore plus rentrer le sport dans le parcours de vie des personnes en situation de handicap, en quoi c'est un levier d'émancipation à l'échelle individuelle, et je pense que le témoignage de Maxime nous l'a démontré, mais c'est aussi un levier d'émancipation collective pour notre société, parce que demain, si on développe les clubs inclusifs, c'est les rencontres, les zones de rencontres où on apprendra à s'approprier la différence de l'autre et finalement on grandira aussi avec ces enjeux-là. Et la recherche, son enjeu, c'est aussi de nous dire un petit peu mieux comment agir, comment faire, quels sont encore les freins, comment on agit spécifiquement. Et l'enjeu final, vraiment in fine, c'est aussi de faire évoluer nos politiques publiques. Et quelles politiques publiques on veut faire évoluer? Et bien celle du handicap, pour faire en sorte que demain les politiques publiques du handicap, elles cernent mieux l'enjeu du parasport, du sport dans le parcours de vie, mais aussi de faire en sorte que nos politiques du sport, elles intègrent dès le début, dès la réflexion, et ben la singularité de la situation de handicap. Et en ce sens, la recherche est vraiment un outil fondamental qui nous guide, qui nous aide, qui nous documente et qui nous permet d'agir au mieux. L'autre levier, et je vais être, je pense, en ce sens complémentaire des orateurs précédents, c'est qu'il y a bien évidemment le sport plaisir, l'accès à la pratique sportive, le sport émancipation, mais il y a le sport compétition aussi. Et c'est pas un gros mot que de parler de sport compétition ce soir, parce que ça répond à un besoin de certaines personnes en situation de handicap et parce que le sport compétition, c'est aussi un moteur de société et ça peut être aussi un moteur d'émancipation individuelle. Et là aussi, le secteur de la recherche est essentiel effectivement pour amener nos sportifs paralympiques à mieux gérer ce que va être l'interface handicap, matériel, performance. Et là, il faut savoir que la France avait pris énormément de retard, là où des nations concurrentes, et notamment les Anglais, ont véritablement énormément investi dans cette recherche-là pour créer aussi des partenariats finalement entre le mouvement sportif, les ingénieurs et aussi finalement des industries qui développent ces innovations et permettent à leurs sportifs paralympiques d'être plus performants. Nous, alors même qu'on a le savoir-faire dans la recherche, mais aussi dans l'industrie, on n'avait pas du tout investigué ce champ avant les Jeux de Paris 2024. Donc les Jeux de Paris 2024, avec des crédits recherche, ont permis d'accélérer cette dynamique-là, de permettre à nos sportifs de haut niveau de vraiment aller chercher cette acquisition des compétences par la science, de devenir des athlètes plus performants. Et ce qui est très intéressant, et en tout cas moi je l'ai vécu en tant qu'athlète paralympique, c'est qu'on pourrait se dire c'est bien, avec cette recherche finalement du sport de haut niveau, on va venir juste servir la performance d'un athlète. Non, il y a deux autres enjeux. Déjà, on ne sert pas uniquement la performance, on sert aussi la protection de l'intégrité de l'athlète. Et en fait, quand on a cette recherche, qu'on travaille cette interface avec le matériel ou aussi avec la méthode d'entraînement, on sait comment mieux agir. Et je pense que Maxime l'a aussi évoqué dans... C'est Tristan. Tristan, excuse-moi. Oh, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas pourquoi. Tristan. C'est parce que j'ai parlé de Maxime tout à l'heure. D'accord. Merci de me souligner. Excuse-moi. Donc Tristan nous l'a très bien incarné dans son propos. C'est on a besoin de mieux comprendre le handicap, de mieux agir. Et la recherche peut nous aider dans ça. Et donc on a une protection comme ça de l'intégrité de l'athlète, mais il y a aussi un enjeu de déclinaison dans la vie quotidienne. Et finalement, toute cette recherche qu'on fait dans le sport de haut niveau, pour les fauteuils, pour les prothèses, et derrière, ça se retrouve dans la vie quotidienne des personnes en situation de handicap, et ce sont des vecteurs de mobilité, d'autonomie. Donc voilà, donc c'est une recherche qui peut paraître un peu de niche au début, mais qui finalement vient vraiment travailler la question de l'innovation, et derrière, elle sert une qualité de vie quotidienne pour les personnes en situation de handicap. Et justement, peut-être pour rebondir, Tristan, sur ce que disait Marie-Amélie, sur le fait qu'il y a un enjeu de sociabilité, que ce n'est pas juste anecdotique le sport. Toi aussi, tu as cette expérience de dire que finalement, l'accès à la pratique sportive, d'abord ordinaire, avant d'être un champion, ça t'a réellement permis une participation sociale, on va dire, pleine et entière, et une sociabilité beaucoup plus importante que celle que tu avais avant. C'est ça que tu as envie de porter aussi dans la recherche à laquelle tu vas participer, cet enjeu de sociabilité pour les personnes?
Totalement, parce qu'en fait, depuis que j'ai eu mon diagnostic, il est vrai que j'essaye énormément d'aider les gens à appréhender le leur. Et du coup, ça revient à faire énormément ça revient à aller énormément vers les autres et donc à se sociabiliser. Après, c'est vrai que grâce au football que j'ai commencé très jeune, c'était déjà le premier facteur pour moi d'intégration, de sociabilité et d'inclusion, vu que c'est aussi notre recherche. Et du coup, ça me permet aussi moi-même un peu de sortir de ma zone de confort, mais c'est pour encore mieux s'améliorer par la suite. Comment on fait, là je m'adresse aux équipes de recherche aussi, le parasport, le handisport, le sport adapté, c'est extrêmement complexe. Est-ce qu'au-delà de toutes ces différences, on peut s'y retrouver dans le cadre de la recherche pour présenter des résultats qui vont un peu convenir à tout le monde, parce que l'accessibilité à certains endroits, elle va se retrouver pour tout le monde. Comment on fait peut-être pour... Laurent, peut-être vous voulez intervenir là-dessus pour... Oui, peut-être. Ou Valentine. On va le faire à plusieurs Oui. voix. Tout ce qu'on peut, toutes les expériences qu'on mène avec tout l'ensemble des personnes, et le sport il est jamais plus beau et plus fort que lorsqu'il se tourne vers les autres. Alors c'est pas moi qui l'ai dit, hein, mais je la trouve superbe cette phrase. Et toutes les expériences qui sont effectivement de l'ordre de l'inclusion, que ce soit effectivement d'une personne en situation de handicap physique ou handicap mental, ce qui est plutôt la partie de l'ADAPI 07, on réapprend finalement, au travers effectivement d'aménagements particuliers ou de dispositions particulières. Tout à l'heure, Tristan parlait effectivement d'applaudissements. Effectivement, les encouragements, ça agace tout le monde. On le voit auprès des enfants. Pourquoi les parents ne seraient pas un petit peu plus silencieux et finalement, avec un sourire, moi c'est ce que je les invite à faire, avec un simple sourire qui serait bien plus engageant. Donc tout ça, ça sert effectivement en termes de, d'accessibilité de façon générale, et ça sert à l'ensemble des pratiquants. Alors ça paraît simple comme je le dis, hein, mais ça ne l'est pas du tout, puisque je vous ai dit tout à l'heure que le président que je suis a dit, bah oui, le lundi de 9h à 10h quand il n'y a pas d'adhérents, pour venir jouer au tennis quand tu es en situation de handicap. C'est pas terrible, hein. Je m'améliore. Oui, effectivement. Enfin, ça fait partie aussi, nous, des enjeux et un peu d'une des finalités, ou enfin, en tout cas, un des objectifs au niveau du comité paralympique et sportif français, de s'intéresser et d'aller aussi sur la partie recherche, c'est de dire que s'il y a un réflexe quand il y a des projets de recherche, en tout cas dans le monde du sport, quand il y a des projets de recherche qui incluent le parasport, en fait, ça pourrait être utile. Enfin, c'est d'inverser un peu le paradigme, c'est-à-dire ça pourrait, si on s'intéresse aux sportifs en situation de handicap, on a la chance d'avoir un panel de déficiences qui est extrêmement importante au sein de nos parasportifs. On est sur tout le territoire, on est sur plein de disciplines, et en fait, si on investigue ce champ-là, on va aller chercher sur des centres d'intérêt qui vont finalement être déclinables et intéressants pour tous les sportifs. Et si on prend, alors on dit souvent qu'effectivement le sport de haut niveau c'est une niche, mais si on prend cette niche-là par exemple et qu'on s'intéresse à la question de la blessure, de l'intégrité de la personne dont parlait Marie-Amélie, qu'on va investiguer sur les différentes déficiences qui peuvent exister chez nos parasportifs, et bien finalement on va peut-être aussi aller aider des sportifs qui à un moment donné vont connaître une blessure qui va être longue, qui va les mettre en situation de handicap pendant un certain temps, ou des sportifs qui vont connaître un trauma crânien dans leur pratique sportive et qui vont du coup connaître aussi une situation de handicap qui va être temporaire ou non. Et en fait, c'est vraiment d'essayer, il y a aussi cet enjeu-là, en tout cas nous au niveau de la recherche, de montrer que la recherche au niveau du parasport et pour les sportifs en situation de handicap, elle peut être utile à l'ensemble des sportifs, et comme l'a aussi montré Marie-Amélie, sur certains aspects peut être déclinable pour l'ensemble de la population, qu'elle soit dite valide, j'aime pas trop ce terme, mais ou dite en situation de handicap, mais voilà, à un moment donné, on va tous être en situation de vieillissement, on va tous vieillir, on va tous avoir des situations de handicap, et du coup, ça peut être décliné vraiment en cohorte pour la population générale aussi. Et peut-être juste pour compléter, du coup, sur vraiment la recherche qu'on va mener, l'intérêt, c'est de s'intéresser
en fait, on part vraiment des parcours de vie des personnes et donc on donne la parole aux personnes. On va s'intéresser vraiment à l'ensemble de leur parcours de vie et donc, du coup, à l'ensemble des activités physiques et sportives. Donc, pas seulement les pratiques en club, mais aussi toute la façon dont, en fait, les activités physiques sont appréhendées par les gens. Est-ce qu'on reconnaît que c'est une activité physique? Est-ce qu'on jusqu'où on met la définition du sport, etc. Et du coup, ça permet en fait de dépasser en fait ces questions qui peuvent être des fois un peu clivantes sur pratique encadrée, pas encadrée, est-ce que c'est du sport adapté, du parasport, etc. Et du coup, on peut avoir quelque chose qui est assez généralisable. Et bien évidemment, on va s'intéresser à des personnes qui sont en situation de handicap dans des situations différentes. Donc, je parlais tout à l'heure des handicaps moteurs, mais on va aussi s'intéresser à des personnes qui sont porteuses de handicap psychique, pardon, et donc avec des âges d'acquisition différentes. Et en fait, du coup, en prenant des personnes différentes à différents moments de leur parcours, on va quand même avoir une masse d'informations qui, si elle est quantitativement peu importante sur ce deuxième volet, va être en fait très fine et du coup permet des montées en généralité et de mieux comprendre les processus en fait, qui permettent de pratiquer ou non une activité physique. Je crois que Tristan voulait rebondir sur ce que vient de dire Lucille. Ouais, et aussi par rapport à la question générale depuis tout à l'heure. Il est vrai que moi, si on me demande mes motivations à rejoindre le groupement d'intérêt d'études dans lequel je fais partie, c'est avant tout sur le plan personnel parce que ça augmente mes responsabilités, tout comme j'ai intégré mon comité directeur il y a un mois. Ensuite, en dehors de ça, ça me permet aussi d'avoir de voir ce que je peux donner en termes d'autonomie, d'aptitude et tout. Et comme l'a si bien dit Britt-Marie tout à l'heure, il est important que chaque individu, tel qu'il soit, puisse aider au collectif. Parce qu'il y a un dicton que j'aime particulièrement et qui me parle énormément, c'est qu'ensemble on aura beau aller plus vite, mais ensemble, tout seul on ira plus vite, mais ensemble on ira toujours plus loin. Merci. Pascal, un mot encore sur la recherche justement à laquelle vous participez, qui inclut la notion de ruralité. Est-ce que c'est parce qu'il y a à la base, vous dites la recherche pour le sport en ruralité, c'est un peu différent de sport pas en ruralité, mais il y a vraiment là-dessus pressentir quelque chose d'un peu différent, ou c'est juste parce que vous êtes en Ardèche et que c'est un territoire rural? Alors oui, on est en Ardèche, donc on va pas. La plus grande ville fait 12 000 habitants, donc on va pas non plus. Non, mais c'était sur la thématique sportive. L'idée de la ruralité, c'était déjà. Il y a des problématiques d'accessibilité aux équipements et aux clubs d'une certaine manière. L'autre idée, c'est que les clubs sont souvent diversifiés, mais moins nombreux, avec des équipements moins structurants que dans certaines villes ou certains autres tissus. Donc l'idée, c'était de voir comment dans des collectifs valides, on peut inclure des personnes en situation de handicap, quel qu'il soit. Nous, on part du principe qu'on ne fait pas de classement ou typologie, on s'en fiche un peu. C'est des personnes en situation de handicap dans des collectifs valides sans changer profondément toute l'organisation préexistante. Et donc c'est ça qu'on veut documenter, c'est-à-dire de voir comment, avec un peu d'adaptation, avec un peu d'intelligence, on peut faire des choses. Et t'en es le bon exemple d'une certaine manière, parce que ton récit en est l'illustration. C'est qu'on peut arriver à des choses sans forcément mettre de structures lourdes et ad hoc pour intégrer et inclure des gens, quoi. Donc c'est ça la question qu'on veut porter en ruralité, parce que c'est là où se posent particulièrement ces problématiques. C'est un enjeu aussi, Marie-Amélie peut-être, et puis on finira là-dessus, mais est-ce que c'est un enjeu, la prise en compte de tout le territoire pour cette accessibilité? Alors on sait que l'accessibilité en zone rurale, elle est plus compliquée parce qu'il faut déjà aller jusqu'au quartier. C'est l'étude Homer aussi, il y a des résultats qui montrent que la première des difficultés d'accéder, c'est déjà de se rendre dans un quartier, dans un lieu, avant même de savoir si le club est accessible. C'est pris en compte cette diversité-là. On a un territoire qui est riche et varié du coup, mais comment vous le prenez en compte peut-être au niveau du sport paralympique?
On le prend en compte effectivement en essayant d'avoir des solutions qui correspondent à la diversité des territoires et je pense effectivement que en territoire rural on n'a pas les mêmes problématiques que sur vraiment les problématiques qu'on va retrouver sur des clubs en ville. Peut-être pour appuyer le propos, deux statistiques qui sont assez effarantes du mouvement parasportif actuel. En moyenne, vous devez parcourir 55 km quand vous êtes en situation de handicap pour vous rendre dans votre club. Et on sait 55 km alors même que on est sur des populations qui ont des problèmes de mobilité. Voilà, donc déjà là on mesure la difficulté. Et l'autre statistique qui rejoint encore une fois ce qui a été évoqué précédemment, 1,4%. Donc 1,4%, ça fait vraiment pas beaucoup. C'est le nombre de clubs actuellement du mouvement sportif qui se disent en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap. Donc nous, notre action première, en tout cas une des actions majeures que nous souhaitons mener dans les prochains mois et que nous avons lancé depuis plus d'1 an maintenant, c'est de travailler cette question du club inclusif et de faire en sorte, et vous l'avez très très bien exprimé, de faire en sorte que nos clubs existants dans les territoires, qui sont souvent animés par des bénévoles, par des encadrants, qui n'ont jamais été confrontés à la situation de handicap et qui, en fait, c'est pas qu'ils ne veulent pas faire, c'est juste qu'ils ne se sentent pas en capacité, qu'ils méconnaissent le handicap et plutôt que d'oser franchir le pas, certains vont dire non parce qu'ils ont peur. Et nous, ce qu'on leur apporte au travers de cette sensibilisation des clubs inclusifs, c'est tout simplement de les rassurer. On leur apprend pas leur métier, on leur apprend pas comment enseigner, on leur apporte simplement du savoir autour de la situation de handicap et c'est en partenariat avec nos deux fédérations spécifiques, la Fédération française handisport et la Fédération française du sport adapté, et donc on leur présente les différentes formes de handicap et surtout ce qui est important dans cette sensibilisation, c'est qu'on les amène à rencontrer le public et une fois qu'ils ont rencontré finalement ce public en situation de handicap, ils se rendent compte que la marche en franchir elle n'est pas si dure que ça et que derrière c'est une expérience humaine au travers du sport qui va être vécue et qui va être belle pour tout le monde. Donc là, on est en passe d'avoir 1500 clubs formés avant les Jeux de Paris 2024 et l'objectif, c'est d'avoir 3000 nouvelles structures avant la fin de la saison 2025. Donc 3000, c'est pas énorme sur le réservoir de clubs que nous possédons, mais c'est toujours ça de plus et l'idée, c'est vraiment de pérenniser ce dispositif pour que demain, in fine, dans chaque territoire, chaque personne en situation de handicap ait à proximité de son bassin de vie la capacité de choisir sa pratique sportive et d'avoir une pratique sportive qui est adaptée à sa singularité. Et donc, encore une fois, on fait tomber les barrières entre les différentes familles de handicap parce que ça n'existe pas dans le mouvement parasportif. On doit agir pour toutes les typologies de handicap et ça, c'est absolument essentiel. Merci beaucoup. 1500 clubs à former. Il reste 168 jours. Cherchez pas, j'ai calculé, je ne sors pas ça au hasard. Merci beaucoup, c'est un peu frustrant parce qu'on est obligé de s'arrêter, parce qu'on a dit qu'on s'arrêterait et qu'on a déjà pris 10 minutes, mais je vous invite, j'espère que vous restez tous et toutes avec nous pour continuer la discussion et échanger. Merci à tous les participants, merci à la mairie du 18e encore de nous avoir accueillis pour la première fois au Des-Beautés, donc merci à vous d'être venus. Il y aura les vidéos de la rencontre, différentes informations, tout sera sur le site fira.org très prochainement et d'ores et déjà les informations sur les recherches dont on a parlé, celles à venir, celles qui ont été finalisées, donc n'hésitez pas, fira.org. Voilà, merci beaucoup de votre écoute attentive.